Bruno Gollnisch, vous sortez de l'hémicycle où a lieu en ce moment même le débat du Parlement européen sur la situation en Syrie. Pouvez-vous nous faire un résumé de ce que vous avez entendu et même, dit? Les Européens sont-ils unis et unis sur quoi? Non, ils ne le sont pas. Ce qui est assez frappant dans cette affaire, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle, c'est l'espèce de foi aveugle qu'ont les représentants de la majorité de ce Parlement dans les versions officielles. À savoir que ces armes chimiques ont été utilisées par le régime. Nous n'en savons rien à cette heure. Les enquêteurs de l'ONU ne se sont pas prononcés. Comme je le dis volontiers, on sait très bien que le gaz sarin, il peut être fabriqué de façon artisanale. Il y a une secte, une petite secte japonaise de demi-fous, la secte Aum Shinrikyo, qui il y a une quinzaine d'années en a fabriqué, on l'a répandu dans le métro de Tokyo et a fait 3000 blessés et 12 morts. Par conséquent, ça pourrait très bien être du côté des rebelles. J'avoue que personnellement, je ne vois pas quel aurait été l'intérêt d'Assad, au moment où il gagnait la guerre, à utiliser ces armes, alors que tout le monde l'avait prévenu, et en particulier les Américains, que ce serait la ligne rouge à ne pas franchir, autrement dit, le casus belli, le cas qui provoque la guerre. Les latins avaient l'habitude de dire, s'agissant d'un crime dont on ne connaît pas l'auteur, is fecit qui prodest, cherche à qui le crime profite. C'est celui à qui le crime profite qui en est le responsable. Je dois dire que je ne vois pas du tout quel est l'intérêt d'Assad là-dedans. Je n'ai pas moi-même de certitude, je n'ai pas moi-même d'éléments. Je dis qu'il est absolument absurde de vouloir se prononcer avant qu'on ait des éléments certains, alors même d'ailleurs que certains journalistes incriminent les rebelles et non pas le gouvernement d'Assad. En tout état de cause, on nous a tellement menti. On nous a menti dans l'affaire irakienne. On se souvient de M. Colin Powell brandissant à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier l'agression contre l'Irak, une fiole qui contenait en réalité de la poudre de perlimpinpin. On se souvient que ce mensonge d'État sur ordre commis par le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire pratiquement le numéro 2 du gouvernement américain, elle a été sur l'ordre du président Bush, que le Premier ministre britannique Tony Blair a relayé ce mensonge en toute connaissance de cause. Mais ce n'est pas le premier mensonge dont nous sommes abreuvés aujourd'hui. On nous a menti sur la Bosnie, on nous a menti sur le Kosovo, on nous a menti sur beaucoup de sujets. J'ai eu à cœur de rappeler un certain nombre de ces mensonges qui, à tout le moins, devraient nous conduire à une certaine prudence. Je dois dire que de toute façon, comme l'Europe est dépourvue en réalité de moyens et comme elle est divisée, ce n'est pas elle, s'il y avait lieu, qui interviendrait directement en Syrie. Êtes-vous le seul à partager cette opinion ou les autres députés européens font la preuve de la même prudence et du même doute raisonnable quant à la situation en Syrie? Non, les représentants des groupes majoritaires, c'est-à-dire les libéraux, soi-disant libéraux, conduits par M. Verhofstadt, qui est l'un des plus fanatiques de ce Parlement, il faut bien le dire, les socialistes, conduits par M. Svoboda, et le PPE, c'est-à-dire le groupe majoritaire, dans cette Assemblée, soi-disant chrétien-démocrate, dont font partie les députés français UMP, sont généralement sur cette ligne. Il y a quand même un certain nombre de flottements parfois dans leur rang, en particulier M. Danjean, qui est un homme qui connaît les questions de défense, lui a exprimé un point de vue beaucoup plus réservé. Je m'en réjouis. Le point de vue que j'exprime, il a été partagé par ce que l'on appelle des eurosceptiques. Il a été partagé notamment par M. Farage, président de UKIP, United Kingdom Independence Party. Il est partagé par mes collègues britanniques du British National Party, hongrois du mouvement Jobbik, autrichien, et aussi par la gauche de ce Parlement, la gauche non socialiste de ce Parlement, dont il faut bien le dire que lorsqu'elle se débarrasse de ses oripeaux communistes, elle dit des choses somme toute plus sensées que le magma centriste. Restons au Parlement européen, quittons la Syrie. Ce matin avait lieu le désormais traditionnel discours sur l'état de l'Union de M. José Manuel Barroso, le président de la Commission. Que faut-il penser de ce type de discours? Quelles analyses, quelles propositions en ressortent? Vous avez assisté au débat, je crois également. C'est ce qu'on appelle un plaidoyer pro domo, c'est-à-dire qu'il plaide pour lui, pour sa commission.
C'est un homme qui est intelligent et qui n'est pas dépourvu de ressources. Alors il le fait en ressortant un peu tous les arguments, même les plus éculés. Par exemple, l'année prochaine, ce sera le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Il faut que tout cela ne recommence pas. Là-dessus, nous sommes tous d'accord, bien sûr. Mais est-ce que la solution, c'est de renforcer continuellement les pouvoirs d'une Union européenne qui prétend gérer en direct tous les aspects de la vie politique, économique et sociale de près de 500 millions d'Européens? Personnellement, je ne le crois pas et je ne suis pas le seul à en douter. Alors, quand même, une tonalité du discours de M. Barroso, c'était la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Il y a une crise en Grèce, mais ça va mieux maintenant. Au Portugal, mais le chômage commence à régresser au Portugal. En Espagne, mais les Espagnols vont s'en sortir. Et si tout le monde s'en sort, c'est grâce à l'Europe. Évidemment, c'est un discours qui n'est pas crédible. La seule chose qui est peut-être recevable, je dois dire, dans le discours de M. Barroso, c'est qu'on l'accuse trop facilement. Tout le monde accuse la Commission, qui, c'est vrai, est un organisme non élu, bureaucratique, avide de pouvoir et de compétences, et pas toujours raisonnable. Mais il y a bien d'autres responsables. En particulier, il y a les gouvernements des États membres, dans un certain nombre de cas, qui ont abdiqué leurs compétences au profit de l'Union européenne. Et puis, il y a la majorité de ce Parlement qui est dépourvue de tout bon sens. Nous appartenons à la minorité, eh bien, nous avons été nombreux à exprimer le souhait que cette minorité devienne majoritaire à l'occasion des prochaines élections. Je crois que les peuples vont infliger un démenti cinglant à M. Barroso, à ses amis de la majorité de ce Parlement, qu'il s'agisse des socialistes ou de l'UMP, qui, à quelques nuances près, comme il a été dit, d'ailleurs, comme ils l'ont reconnu eux-mêmes dans leur discours, partagent la même vision de l'avenir de l'Union européenne. Nous avons une autre vision. Nous avons la vision d'une Europe qui est l'espace qui a inventé la liberté, l'égalité de tous les peuples et leur souveraineté, c'est-à-dire leur indépendance. Et cette indépendance doit être préservée, même si l'on fait ensemble un bout de chemin en commun et si l'on conclut un certain nombre d'accords et si l'on met en œuvre un certain nombre de projets communs, ça c'est légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est l'orientation vers le super-État européen dont les frontières sont ouvertes à tous les flux de capitaux, de marchandises et de personnes qui détruisent par pans entiers notre économie. Si j'en crois les sondages, en France mais aussi ailleurs en Europe, c'est une opinion qui est de plus en plus partagée par nos concitoyens. Ils seront donc appelés aux urnes l'année prochaine, en mai prochain, pour les élections européennes, pour élire leurs représentants à Strasbourg et pour faire entendre peut-être une autre voix au sein du Parlement européen, comme vous le mentionnez à l'instant. Quelle perspective pensez-vous pour le FN et les autres partis patriotes en Europe? Un raz-de-marée? Je l'espère de tout cœur, parce qu'il est temps. Il est temps de prendre une toute autre direction que celle qui a été suivie jusqu'à présent. Mais d'ailleurs, dans tous les discours, aujourd'hui, ça transparaissait. Parce que ce ne sont pas seulement ceux qu'on appelle les eurosceptiques, c'est-à-dire ceux qui sont critiques comme nous de la direction actuelle de l'Union européenne, qui formulaient ce vœu, après tout légitime, mais nos adversaires formulaient cette crainte. Et on disait bien clairement, entre socialistes, le groupe démocrate chrétien PPE, de centre-droit dont fait partie l'UMP, on disait bien, mais nous sommes finalement, nous avons des nuances, mais nous sommes d'accord sur l'Europe, et le grand débat, il ne sera pas tellement entre nous, il va être entre nous d'un côté, de gauche comme de droite, et puis qui sommes partisans de la poursuite de cette évolution vers un État européen, vers une nation européenne qui n'existe pas, mais ça ne fait rien. Et puis de l'autre côté, ceux qui sont, alors on les dépeint sous les couleurs les plus abominables, on dit ce sont des xénophobes, ce sont des populistes, tout ce qu'on veut. En réalité, ce sont les peuples qui sont attachés à la conservation de leur identité, de leur indépendance et à un haut niveau de protection sociale et de vie, qu'ils doivent à leur travail et au travail de ceux qui les ont précédés, et que le libre-échangisme mondialiste menace directement aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous êtes député européen depuis 1989, vous êtes un des députés français très actifs dans cette Assemblée. Êtes-vous vous-même candidat l'année prochaine? Je serai candidat à la candidature.
mais j'espère qu'il y aura d'autres candidats plus jeunes que moi et qui seront élus également, et puis peut-être même plus âgés, je ne sais pas, qui seront élus ou réélus dans cette Assemblée pour faire entendre notre voix. Quand la proportionnelle était intégrale, nous étions 11 députés. Si elle existait, nous serions certainement 20 ou 25 la prochaine fois. C'est ce que je nous souhaite. On a, contre cela, divisé la France en petits morceaux parfaitement artificiels. Les socialistes s'étaient engagés à revenir à un scrutin de liste nationale. C'est une des promesses qu'ils ont trahies. Et on voit bien par là que leurs intérêts sont les mêmes que ceux de l'UMP. Mais je crois que même dans le cadre du scrutin actuel, nous allons marquer un nombre considérable de points et faire élire beaucoup de monde. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci Bruno Gollnisch.